Donc il s'agit de notre dossier numéro 2. Donc ce patient d'âge mûr, 63 ans, qui consulte en ORL pour une otalgie gauche. Otalgie, je vous rappelle, c'est une douleur d'oreille, évolue depuis 3 mois. Donc je vous souligne les points importants. Il a mal à la gorge depuis environ 1 mois et il a été traité sans succès malgré 2 traitements par antibiotiques. Il présente comme principal antécédent une HTA, on est d'accord. Il fume 2 paquets de cigarettes par jour et il boit une bouteille de vin par jour en mangeant. Et l'examen clinique retrouve une ulcération unilatérale de l'amygdale gauche. Donc vous vous doutez bien que la question qu'on va vous poser juste après, c'est quel est le diagnostic qu'il faut évoquer. Globalement, je pense que même si on n'y connaît rien en ORL, même si vous n'avez pas révisé, je pense que globalement, vous avez l'impression quand même qu'on va vous orienter vers quelque chose. Voilà, 2 paquets de cigarettes par jour et une bouteille de vin par jour en mangeant. Considérez quand même, pour vous qui fumez, vous pouvez arrêter de fumer devant votre écran, mais 2 paquets de cigarettes par jour et une bouteille de vin par jour en mangeant, c'est quand même pas mal. Donc forcément, on pense quand même qu'on va vous orienter vers des pathologies qui sont pas très jolies. Et bien sûr, il faut répondre, le diagnostic qu'on doit évoquer, c'est bien sûr un cancer de l'amygdale, bon gauche. Comme vous le savez également, vous devez le retenir que le principal type anatomopathologique des cancers ORL, dans la très très grande majorité des cas, c'est des carcinomes épidermoïdes. Pourquoi voilà, il y a un terrain alcoolo-tabagique qui est évident. Quand même, une bouteille de 1 litre de vin par jour, enfin, en mangeant par repas, c'est beaucoup hein, quand même. Hein. Et puis, il y a des adages que vous devez connaître. Toute angine traînante chez un patient alcoolo-tabagite malgré un traitement médical bien conduit, c'est un cancer ORL jusqu'à preuve du contraire. Et on peut parfaitement remplacer angine par laryngite. Toute laryngite traînante chez un patient alcoolo-tabagite malgré un traitement médical bien conduit, c'est un cancer ORL. Et puis je rajoute dernière chose, toute adénopathie cervicale traînante chez un patient alcoolo-tabagique malgré un traitement médical, c'est un cancer ORL jusqu'à preuve du contraire. C'est des adages que vous devez savoir parce que ça sert et c'est utile. Enfin, le contexte otalgie unilatérale, on verra ce qu'il faut en faire, mais sachez que également, otalgie unilatérale chez un patient alcoolo-tabagique, il faut ne pas oublier qu'il peut s'agir d'un mode de découverte, d'une circonstance de découverte d'un cancer ORL. Donc là, je vous ai montré, pour vous mettre en appétit, une diapositive d'une belle lésion cancéreuse que je vous entoure ici. Voilà, de toute l'amygdale, toute la région amygdalienne gauche, une belle petite tumeur, belle ulcération de la loge amygdalienne qui, dans le contexte, est très suspecte. Quels autres diagnostics sont à évoquer devant une ulcération de l'amygdale? Alors, on les décline en 2 parties, et je vous conseille de faire ça. On parle d'abord des ulcérations unilatérales, et par ordre de fréquence, mettez en premier dans les ulcérations unilatérales l'angine de Vincent. L'angine de Vincent, c'est une angine particulière par le fait justement qu'elle est unilatérale, c'est ce qu'on vient de marquer, et que c'est une angine ulcéreuse. Donc il n'y a pas beaucoup d'angines ulcéreuses dans un contexte fébrile, hein, de fièvre, de dysphagie. Souvent, c'est des patients qui sont soit un petit peu immunodéprimés, soit qui ont un contexte de mauvais état bucco-dentaire. Et il faut savoir évoquer le diagnostic d'angine de Vincent avec un traitement simple par antibiothérapie, et ça rentre dans l'ordre, ça ne pose pas de problème. Alors je vous ai mis, moi ça me fait toujours rire, pas le fait de cette maladie, hein, parce que le chancre syphilitique, mais ce qui me fait toujours rire, c'est que vous y pensez toujours, le chancre syphilitique, et moi ce que je vous dis toujours, c'est que le chancre syphilitique, c'est parce que ça traîne partout dans tous les bouquins, dans tous les polis, et quand je vous pose la question, donnez-moi le diagnostic à lequel vous pensez devant une ulcération unilatérale de l'amygdale, et il y a 99% de l'assemblée qui me répond en chœur chancre syphilitique. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est un diagnostic à penser, éventuellement pour un examen, mais c'est quand même particulièrement rare. C'est-à-dire que, globalement, en 20 ans d'ORL, j'en ai pas vu, 0. Par contre, dans mon hôpital, il y en a eu une fois. C'est mon collègue infectiologue qui m'a demandé mon avis sur quelque chose qu'il pensait être un chancre syphilitique, par téléphone. Je lui ai dit, oh là, j'arrive tout de suite, je vais prendre en photo, parce que c'est particulièrement rare. Et le temps que j'arrive, le patient était déjà parti. Donc c'est bien dommage parce que c'est exceptionnel. Mais vous y pensez toujours. Je veux bien.
Je veux bien que vous y pensiez, mais si dans un dossier type dysphagie ou type angine, on vous posait la question à quoi faut-il penser, quels sont les diagnostics possibles devant une ulcération unilatérale d'un adulte, s'il vous plaît, ne répondez pas en premier chancre syphilitique, ou surtout, n'oubliez pas le cancer de l'amygdale. Parce qu'en gros, quand je pose cette question générale de ulcération unilatérale, quand je disais que 99% me répondaient chancre syphilitique, tout le monde oublie le cancer de l'amygdale. Alors si vous oubliez le cancer de l'amygdale devant une ulcération unilatérale de l'adulte, c'est très grave, vous aurez un gros zéro à cette question, donc c'est toujours en premier, devant une ulcération unilatérale de l'amygdale, il faut toujours penser en premier au cancer de l'amygdale, et en fait, après, effectivement, l'angine de Vincent, et éventuellement, en dernier, un chancre syphilitique, et je vous passe les autres diagnostics exceptionnels qui, dont toujours un ou deux me disent tularemie, des choses très très rares, aucun intérêt. Quand les ulcérations sont bilatérales, quelques diagnostics aussi à penser. Bien sûr, la mononucléose infectieuse, qui a la particularité, la mononucléose infectieuse, je vous rappelle, c'est une infection virale Epstein-Barr virus qui se transmet par la salive. Et cette maladie, la mononucléose infectieuse, a la particularité de se présenter sous plein de formes d'angine, dont la forme ulcéreuse bilatérale, en sachant malgré tout que la forme principale de présentation de la mononucléose infectieuse, c'est la forme à pseudomembrane ou à fausse membrane. Mais ça peut exister en termes d'ulcération bilatérale. Plus rarement, mais à savoir également, les agranulocytoses toxiques ou allergiques et parfois également les hémopathies qui peuvent apparaître sous la forme d'ulcération bilatérale au niveau des amygdales. Comment explique-t-on l'otalgie chez ce patient et citer d'autres causes de ce type d'otalgie? Comment ça se fait que le patient a mal à l'oreille? Otalgie, mal à l'oreille, je vous rappelle. Comment se fait-il? Il a une otite? Point d'interrogation. Non, la réponse c'est que l'otalgie décrite par ces patients, ça s'appelle une otalgie réflexe. C'est en fait la définition, on décrit que cette otalgie est par définition extra-auriculaire. Justement, il existe plein de maladies qui vont se déclarer par une douleur de l'oreille, donc au niveau, on va dire, entre guillemets, nerveux. C'est extra-auriculaire, c'est pas justement une cause liée à une douleur au niveau du tympan de l'oreille. Et il y a plein de syndromes ou de maladies qui peuvent entraîner des douleurs d'oreille sans qu'il y ait forcément un problème au niveau du tympan. Donc bien sûr, on fait quand même toujours une otoscopie chez quelqu'un qui se plaint de l'oreille, mais bien évidemment, quand l'otoscopie est normale, eh ben, il faut savoir évoquer des otalgies réflexes extra-auriculaires dont les principaux diagnostics sont effectivement toutes les pathologies de l'articulation temporomandibulaire, toutes les pathologies stomato, une simple carie dentaire, un simple accident d'évolution des dents de sagesse, une petite poussée dentaire, ça peut entraîner des douleurs réflexes du même côté. Une angine ou les complications de l'angine, phlegmon pyramidalien, paradoxalement, toujours, ça peut entraîner une otalgie réflexe. Des névralgies, une parotidite, là aussi, c'est des causes d'otalgie réflexe. Donc connaissez bien ce terme d'otalgie réflexe. Et ce que je vous ai déjà dit à la question 1 est à nouveau à retenir. Toute otalgie unilatérale chez un patient alcoolotabagique, notamment si l'autoscopie est normale, il ne faut pas dire c'est rien, il ne se passe rien, le patient n'est pas malade. Ça peut être uniquement une circonstance découverte d'un cancer situé au niveau oropharyngé. Donc la conséquence également obligatoire, c'est que quelqu'un qui est alcoolotabagique, qui a une douleur de l'oreille, il ne faut pas juste examiner son tympan, mais il faut lui faire ouvrir la bouche et examiner la cavité buccale et l'oropharynx. Et vous pourrez peut-être mettre en évidence des cancers de la région oropharyngée ou de la cavité buccale uniquement sur un problème d'otalgie réflexe. Décrivez votre examen clinique chez ce patient qui a une suspicion forte suspicion de cancer de l'amygdale. Alors bien sûr, on va toujours du plus simple au plus compliqué. Donc forcément, on commence toujours, c'est évident, mais il faut quand même le mettre, examen de la cavité buccale à la baisse-langue, avec, vous savez qu'on a toujours un gros miroir sur la tête, comme un miroir de mineur, pour bien avoir nos deux mains à disposition pour faire nos examens. Donc on examine la cavité buccale et l'oropharynx avec un abaisse-langue.
Puis, une fois qu'on a fait ça, on va aller dans des organes un peu plus profonds. On va examiner bien sûr l'hypopharynx du patient et son larynx. Et pour examiner l'hypopharynx et le larynx, on a deux moyens à disposition. Le premier, ça s'appelle la laryngoscopie indirecte. Laryngoscopie, par définition, laryngoscopie, on va examiner le larynx, indirect, de manière indirecte. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez que là, l'examinateur a un miroir laryngé, c'est-à-dire une tige avec un miroir au bout, un peu comme les miroirs avec lesquels les dentistes regardent dans la bouche. En fait, on va se mettre devant le patient qui est assis sur le fauteuil de consultation. On va lui demander au patient d'ouvrir la bouche et de tirer la langue. On va se saisir entre le pouce et l'index de la langue du patient et on va introduire ce petit miroir, là, ici, derrière la luette et derrière le voile du palais, et on va comme ça pouvoir examiner ce qui se passe en dessous, ici, c'est-à-dire le larynx. Et comme nos yeux ne sont pas directement en vision directe avec le larynx, mais que c'est par l'intermédiaire d'un miroir, ça s'appelle bien une laryngoscopie indirecte. Cet examen peut être difficile si le patient a une toute petite ouverture de bouche, si le patient a une grosse base de langue qui va masquer le larynx, ou si le patient a un gros réflexe nauséeux et vous vomit dessus à chaque fois que vous essayez de mettre ce miroir au fond de la gorge, cet examen est rendu impossible. Donc il y a un autre moyen quand la laryngoscopie indirecte n'est pas possible, c'est ce qu'on appelle la nasofibroscopie, qui est un examen également de consultation, où vous voyez qu'on introduit chez une patiente un fibroscope tout petit, vous voyez, c'est les fibroscopes ORL, qui font 4 mm de diamètre, qu'on va introduire sous contrôle de la vue par le nez, et ça va permettre de ne pas passer par la gorge. On va se passer dans le nez, passer dans le rhinopharynx, et se mettre au-dessus du larynx. Et on va voir comme ça le larynx de la personne, sans avoir les inconvénients de la petite ouverture de bouche, de la grosse base de langue ou du réflexe nauséeux. Donc c'est un excellent examen, la nasofibroscopie. Vous voyez que ça se fait en consultation, sans anesthésie. Il y a une petite anesthésie locale dans le nez quand on passe le petit fibroscope. C'est très bien supporté, ça ne dure même pas 30 secondes et ça nous permet d'avoir une visualisation complète du larynx sans particularité. Donc une fois qu'on a fait ça, l'examen clinique n'est pas fini. Il faut bien sûr ne jamais oublier la palpation endobuccale, qui fait partie de l'examen clinique ORL, et encore plus important, la palpation des aires ganglionnaires cervicales. Ça sera un gros zéro à la question si vous oubliez, dans les problèmes de cancérologie ORL, la palpation des aires ganglionnaires cervicales. Donc je vous conseille, lorsque vous aviez au départ votre énoncé de dossier pour un truc où on parlait de fumeurs, de tabac, bref, de probablement un cancer ORL, en haut de votre dossier, tout au début, vous marquez en gros ganglion, puisque ça vous sera demandé forcément dans toutes les questions de votre dossier, et tabac, alcool, parce que forcément vous risquez de l'oublier et d'oublier d'en parler dans les réponses au dossier sur les problèmes de traitement. Donc ganglion dans la clinique, dans les examens complémentaires dans les traitements, n'oubliez pas les ganglions, tabac, alcool. Comment confirmer votre hypothèse diagnostique? C'est-à-dire vous avez suspecté un cancer de l'amygdale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça passe par obligatoirement des biopsies. Biopsie pour avoir une confirmation anatomopathologique définitive du caractère suspect, malin, de l'ulcération ou de la tumeur que vous avez visualisée à l'examen clinique initial. Et comment on fait cette biopsie? Alors effectivement, quand vous avez vu la première diapositive au départ, on pourrait éventuellement proposer une biopsie sous anesthésie locale en consultation, mais le plus souvent, on propose de le faire au cours d'une pan-endoscopie des VADS, qui est donc un examen qui se fait, comme vous le voyez, sous anesthésie générale, chez un patient qui est intubé, avec un tube donc dans la gorge, et on va introduire des gros appareils rigides, des tubes, en fait, dans la cavité buccale, voilà, un laryngoscope qui est introduit sur le patient, et à l'aide de pinces, on va pouvoir introduire des pinces à l'intérieur du laryngoscope, on se met devant la tumeur qu'on a envie de biopsier, et sous anesthésie générale, avec les instruments adaptés, on va prélever les zones suspectes et envoyer un examen histologique pour confirmation du diagnostic de cancer. Donc quand on parle de cancer ORL, il faut le faire
il faut faire systématiquement des biopsies, bien sûr, et ça se fait au cours d'une pan-endoscopie des VADS. Pourquoi pan? Parce qu'en fait, on profite que le patient est endormi pour examiner toutes les régions anatomiques ORL, l'oropharynx au cours d'une oropharyngoscopie, le larynx avec une laryngoscopie, l'hypopharynx avec une hypopharyngoscopie, et éventuellement même l'œsophage avec un œsophagoscope au cours d'une œsophagoscopie. Donc comme on examine toutes les muqueuses ORL, ça s'appelle une pan-endoscopie, et dès qu'il y a une zone suspecte à la surface de la muqueuse, on va faire des prélèvements sous contrôle de la vue. C'est pour ça qu'au cours d'une pan-endoscopie, si on examine le larynx avec un laryngoscope et qu'on regarde et qu'on tombe sur une lésion suspecte du larynx, on fait bien ce qu'on appelle une laryngoscopie. Et comme nos yeux sont directement en vision directe avec le larynx et pas par l'intermédiaire d'un miroir comme tout à l'heure, ça s'appelle bien une laryngoscopie directe. À la différence de tout à l'heure où c'était un examen de consultation, là c'est un examen sous anesthésie générale avec un laryngoscope ouvert et on fait les prélèvements à l'intérieur. Quel bilan d'extension locale demandez-vous chez un patient qui a un cancer ORL au niveau de la cavité buccale et de l'oropharynx? La réponse c'est on fait 2 examens, un scanner cervical et de la région oropharyngée bien sûr, mais il faut préciser dans votre demande de scanner et sur un dossier de votre examen que le scanner est centré sur le T et sur le N. Puisque je vous rappelle que la classification, au terme d'un bilan d'extension en cancérologie, ça permet de stader le patient et selon la classification TNM, et le TN de la classification pour le N, c'est bien sûr clinique, mais aussi bien sûr radiologique. Donc il faut avoir un scanner pour apprécier l'état ganglionnaire, pour pouvoir classer le patient. Et comme on est dans une région un peu pas très facile d'analyse, on cède également pour les problèmes de cavité buccale et d'oropharynx. On cède souvent dans le bilan d'extension d'une IRM cervicale et oropharyngée pour là encore, notamment dans ces grosses lésions que vous voyez ici. Là, je vous ai mis donc un scanner. Vous voyez que là, il y a probablement une grosse tumeur de toute la région oropharyngée, droite. Et sur l'IRM, elle nous permet également d'apprécier un petit peu mieux, notamment pour voir si probablement il y a peut-être une petite extension vers la langue. Donc pour analyser les muscles, c'est vrai que comme la langue c'est du muscle, l'oropharynx il y a beaucoup de muscles, l'IRM nous aide beaucoup au niveau de ces diagnostics d'extension de tumeurs. L'IRM est souvent demandé dans ces cancers de la cavité buccale et de l'oropharynx. Le scanner nous aide également parce que c'est beaucoup, ça lie beaucoup mieux les problèmes au niveau de l'os et notamment les extensions à l'os éventuelles. Donc on s'aide des deux, scanner plus IRM dans tous ces problèmes de cavité buccale et d'oropharynx tumorale. On demande ces 2 examens dans le bilan d'extension locale. Pour le larynx, il n'y a pas besoin de demander d'IRM, on demande qu'un scanner dans le bilan d'extension d'un cancer du larynx. Demandez qu'un scanner, pas une IRM. Pour le bilan d'extension général d'un cancer ORL, là encore, on recherche par rapport au TNM, c'est le M. Et le M, on va s'aider d'un scanner thoraco-abdominal pour rechercher des métastases pulmonaires et éventuellement des métastases hépatiques. Mais pour ceux qui... Ça, c'est ce qu'on fait actuellement, mais ce n'est pas du tout une erreur de continuer à demander une écho hépatique, un bilan hépatique, une radio pulmonaire et éventuellement une fibroscopie bronchique. Ça, c'est un peu à l'ancienne. Ça a été avantageusement remplacé par le scanner thoraco-abdominal. Donc si on se rappelle le bilan d'extension locale, ça veut dire que le plus souvent dans le bilan, on fait un scanner cervical, thoracique et abdominal. Mais pour le local, c'est cervical et pour le régional et à distance, thoraco-abdominal. On fait toujours aussi dans le bilan d'extension une fibroscopie œsogastrique, puisque même si je vous expliquais qu'au cours de la pan-endoscopie qu'on a vu tout à l'heure, on fait souvent une œsophagoscopie, c'est souvent un geste qui n'est pas toujours très facile à faire, et on préfère demander à nos collègues gastro-entérologues de faire une fibroscopie souple dans le bilan d'extension, à la recherche surtout d'un cancer de l'œsophage, puisque je vous rappelle que dans 10 à 15% des cas, il y a une association entre un cancer ORL et un cancer de l'œsophage. Donc il faut forcément avoir une idée de ce qui se passe dans l'œsophage, puisqu'en termes de traitement et surtout de pronostic, ce n'est pas du tout la même chose d'avoir juste un cancer de l'œsophage ou juste un cancer ORL, ce qui n'est déjà pas très marrant. Si en plus vous avez les deux, ça change vraiment beaucoup de choses. Enfin, pour le PET scan
et la place du PET scan en ORL en 2010 ou en 2011. Je vous ai quand même mis la photo d'un PET scan. Donc vous voyez là une foyer d'hyperfixation dans la région amygdalienne droite. Mais globalement, actuellement en 2010-2011, et ça ne va pas bouger encore parce qu'il y a plein d'études qui sont en cours, pour l'instant, le PET scan n'est pas demandé dans le bilan d'extension initial d'un cancer ORL type carcinome épidermoïde du pharynx, du larynx, de la cavité buccale ou de l'oropharynx. Donc pour l'instant, c'est en cours d'évaluation. Voilà, c'est pour ça que j'ai des images, parce qu'on en fait quand même pour voir un peu ce que ça donne. Mais globalement, il y a encore beaucoup de faux positifs et on ne peut pas avoir une réponse tout à fait précise. On l'utilise en fait, le PET scan, le plus souvent, nous, en ORL, dans les cancers ORL, dans la surveillance à distance d'un cancer traité. Et éventuellement, quand on a une grosse adénopathie cervicale et qu'on ne retrouve pas la porte d'entrée initiale de son cancer. Donc c'est les deux indications du PET scan en ORL par rapport à un cancer, je dis bien carcinome épidermoïde de l'alcool tabagique oropharynx. Je ne parle pas là des cancers du cavum ou du cancer de l'ethmoïde. Ça c'est autre chose, j'en dirai un mot dans la conclusion. Quels sont les moyens thérapeutiques que l'on peut utiliser dans ce type de pathologie? On est en ORL, donc, et comme pour tout le reste de la cancérologie, il y a toujours 3 moyens thérapeutiques. Donc là, vous vous embêtez pas, vous aurez toujours bon. Vous répondez qu'il y a 3 moyens thérapeutiques, la chirurgie, la radiothérapie externe et la chimiothérapie. On rajoute depuis quelques années, et c'est de plus en plus utilisé, les thérapies ciblées, qui sont pas vraiment des chimiothérapies, mais qui sont des médicaments dont le but est de stabiliser, voire de diminuer la masse tumorale. La meilleure molécule qui est actuellement utilisée en ORL, c'est l'Erbitux. Cetuximab, qui est donc utilisé c'est un équivalent de chimiothérapie, mais ça n'a pas la toxicité de la chimiothérapie. Donc c'est très utilisé en ORL et ça marche très bien. Et de toute façon, sachez, et c'est uniquement ce qu'on vous demandera parce qu'on ne va pas vous entraîner dans vos réponses à vos dossiers sur des protocoles qui sont très nombreux, qui associent en fait tous ces moyens thérapeutiques entre eux. On peut faire soit l'un, soit deux, soit trois, soit tout ça mélangé dans tous les sens. Donc c'est un peu spécialisé, un peu compliqué. Vous, on vous demande à votre niveau de savoir uniquement qu'on utilise ces 3 moyens plus la thérapie ciblée dans le traitement des cancers ORL et vous n'aurez pas de décision à prendre pour traiter un patient d'un cancer ORL. Par contre, ce qu'on vous demandera, et là c'est le plus important dans ces problèmes de cancérologie, c'est de plus en plus à la mode, donc je l'entoure 10 fois pour vous, c'est que de toute façon en France, c'est valable pour tous les dossiers de cancérologie, et particulièrement en ORL, la décision pour traiter un patient qui a un cancer, elle se fait au cours d'une RCP, donc une réunion de concertation pluridisciplinaire d'oncologie, et il est interdit en France de traiter un patient tout seul dans son coin. Il faut que ça se fasse avec plein d'acteurs qui participent à cette réunion, et c'est une réunion vraiment collégiale où plein de médecins, chirurgiens, même paramédicaux donnent leur avis pour prendre le mieux en charge ce type de patient. Et bien évidemment, pour ne pas avoir de zéro, il faut forcément également marquer, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le petit carré, il ne faut jamais oublier l'arrêt des facteurs de risque, arrêt du tabac, arrêt de l'alcool, qui sera forcément coté dans vos réponses, avec éventuellement la prise en charge, avec les addictologues, très important pour la prise en charge complète de ces patients atteints d'un cancer ORL. Alors la conclusion de ces problèmes de cancérologie ORL, c'est à nouveau les facteurs de risque, alcool, tabac, l'examen clinique avec les ganglions. L'examen clinique, on a vu comment examiner une cavité buccale, un larynx, donc connaissez ces termes, laryngoscopie indirecte, nasofibroscopie. L'examen clé pour confirmer le diagnostic, c'est la biopsie au cours d'une panendoscopie sous anesthésie générale. Le bilan d'extension avec le scanner, éventuellement l'IRM dans la cavité buccale et l'oropharynx. Le bilan préthérapeutique avant chimio, avant radiothérapie et avant chirurgie, avec particulièrement avant radiothérapie le grand tiroir des examens à faire avant de la radiothérapie, notamment les problèmes stomataux. Les moyens thérapeutiques qu'on va utiliser qui vont être actifs à la fois sur la tumeur et le ganglion. N'oubliez jamais le traitement des ganglions. Donc on revient sur le ganglion au niveau de l'examen clinique, au niveau du bilan d'extension et également bien sûr au niveau du traitement. Et bien sûr, toujours l'arrêt des facteurs de risque. Enfin, la RCP
primordial avec les acteurs qui sont très très nombreux de cette RCP. Mettez toujours en premier le médecin qui a fait le diagnostic d'organes, donc quand c'est de l'ORL, vous mettez le médecin ou le chirurgien ORL, les oncologues, qui participent bien sûr. Après, vous déclinez tous les autres médecins, stomato, nutritionniste, anapathe, radiologue, anesthésiste, médecin de la douleur, addictologue qui peut être tabacologue ou alcoologue, le psychiatre, je ne sais pas si je l'ai dit, et puis n'oubliez pas toutes les professions paramédicales, notamment l'assistante sociale qui a une part très importante dans la prise en charge de nos patients toujours très démunis au niveau social, les infirmières de cancérologie, les assistantes sociales, je l'ai dit, orthophonistes, kinés. Il y a vraiment plein d'acteurs, mais il y en a un qui est très important aussi, qu'il ne faut pas oublier, ça peut parfaitement vous être demandé dans les fins de dossier, c'est le médecin traitant, médecin référent, médecin généraliste. Pourquoi ? Parce que bien sûr, c'est lui qui va assurer la collaboration avec l'équipe médicale qui prend en charge le patient, mais c'est également lui qui fait la demande de prise en charge à LD30. Donc ça peut parfaitement vous être demandé en fin de dossier. Qui fait ou comment faire la demande de prise en charge ? C'est bien sûr une maladie prise en charge à 100%, et c'est le médecin traitant, c'est plus l'ORL, celui qui a fait le diagnostic qui fait la demande, c'est bien le médecin traitant. Donc c'est vraiment quelque chose de primordial. Et bien sûr, dans ces dossiers d'ORL, il y a la surveillance, puisqu'il y a un grand nombre de patients qui récidivent, soit localement, soit à distance. Pourquoi ? Parce que souvent, ils poursuivent leur intoxication tabagique. Donc, je rappelle toujours les facteurs de risque à arrêter. Mais la surveillance, elle doit être vraiment très régulière. Il y a des calendriers de surveillance régulière des patients atteints d'un cancer, avec des examens cliniques, endoscopiques, éventuellement radiologiques, pour dépister ces problèmes de récidive. Voilà, l'item abordé, c'était bien les tumeurs de la cavité buccale et des VADS, dysphonie, ganglion, dysphagie. Et ça permet juste de finir là-dessus. Pour bien différencier sur ces items, je n'ai pas parlé des cancers du cavum et je n'ai pas parlé des cancers de l'ethmoïde, c'est-à-dire un cancer très particulier du sinus, puisque c'est complètement différent de ce qu'on vient de voir dans ce dossier. Le cavum, c'est première ligne de votre dossier, c'est... on vous mettra dans l'énoncé s'il s'agit d'un patient, monsieur ou madame, qui vient d'Asie du Sud-Est ou du Maghreb. Donc, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Ça sera un cancer du cavum, parce que c'est des facteurs géographiques très précis. Et la particularité, c'est que c'est des cancers indifférenciés. Pour la forme anapathe. Pareil pour le cancer de l'ethmoïde. Dans la première ligne du dossier, on vous dira c'est un monsieur, le plus souvent, qui sera ébéniste ou travailleur du bois. C'est ce que c'est l'exposition aux poussières du bois qui favorise ce type de cancer. Donc, c'est très particulier. Ça n'a rien à voir avec les autres. Et la forme anatomopathologique, c'est un adénocarcinome. Donc ça n'a rien à voir avec l'indifférencié du cavum et ça n'a rien à voir avec le cancer ORL qu'on vient voir dans tout ce dossier, qui est le cancer ORL que moi j'appelle de l'alcoolotabagique, où on a vu que c'était un carcinome épidermoïde. Donc il faut que vous appreniez ces cancers de façon différente. C'est pas du tout les mêmes cancers, c'est pas du tout les mêmes facteurs de risque, c'est pas du tout les mêmes patients, c'est pas du tout les mêmes traitements, les mêmes pronostics, ça n'a rien à voir. Donc sachez bien les différencier.